Nous sommes le 28 août 1995, aux urgences de l'hôpital de Brousse à Lyon. Tout est calme ce jour-là, lorsqu'un couple fait éruption dans le service. Jamila et Noureddine sont paniqués. Leur petite fille Camélia, 2 ans, vient de se casser l'avant-bras. L'interne prend immédiatement la fillette en charge et pose quelques questions aux parents sans savoir ce qui s'est passé. Et rapidement, le malaise s'installe. Les parents sont incapables de donner la moindre explication à cette fracture du bras. Le doute s'installe. Qu'est-il réellement arrivé à Camélia? Pour le médecin, cette situation est plus que suspecte. Il va alors demander à consulter le dossier médical de l'enfant. Et en le découvrant, il est horrifié. Car cette fracture est loin d'être la première pour la petite fille. C'est en fait la 5e en moins de 6 mois. Des blessures et traumatismes aux jambes, aux bras et aux cervicales. Pour l'interne, le cas de la fillette est extrêmement inquiétant. Il prévient aussitôt son chef de service. L'équipe médicale commence à suspecter le pire. L'enfant est probablement victime de maltraitance et le silence des parents de Camélia fait peser sur eux tous les soupçons. À 2 ans, les enfants sont solides, ont des os qui sont dits souples, enfin, les fractures ne sont pas des choses qui se passent habituellement. Comment des parents ne peuvent pas se rendre compte de ça? Et là, l'enquête commence. Comment le couple Jamila-Noureddine a-t-il pu s'acharner à ce point sur leur petite fille sans éveiller les soupçons? Camélia est-elle une enfant martyre? Ou y a-t-il une autre explication, plus incroyable, qui innocenterait les parents? Devant ce cas très préoccupant, médecins, assistantes sociales et gendarmes vont se saisir de l'affaire. Et ce qu'ils vont découvrir au bout de 2 mois d'une enquête sans relâche va les stupéfier. Une petite fille, victime de fractures à répétition, et des parents muets sur les causes de ses blessures. Pour les médecins, il y a urgence. Il faut protéger cet enfant de ses tortionnaires. Le médecin en chef de l'hôpital prend alors la décision de faire un signalement auprès des autorités judiciaires. Les gendarmes sont saisis de l'enquête, et pour tenter d'en savoir plus, ils décident de fouiller dans la vie des parents de la fillette. Jamila travaille à la préparation de plateaux repas dans une entreprise de restauration collective. Noureddine est employée depuis 2 ans dans la grande distribution. Et le couple semble mener une vie sans histoire. Pourtant, les fractures de leur petite fille sont bien réelles et accusent les parents. Seulement, les témoignages des proches du couple ne confirment en rien cette hypothèse. Zoubida, une intime, se souvient même de parents particulièrement attentionnés avec leurs 3 enfants. Jamila, j'avais à peine 16 ans, c'était comme une grande sœur, très attentif aux soucis et au bien-être d'autrui, très aimante, très conviviale. Nordine était quelqu'un de très patient, il pouvait répéter 50 fois la même chose, ça ne dérangeait pas. Les stigmates de la petite fille disent pourtant l'inverse. Alors Zoubida a-t-elle déjà surpris des gestes violents? La mère de Camélia est-elle nerveuse, colérique? Son père irritable, lunatique? Difficile pour les enquêteurs de trouver la moindre faille dans cette famille a priori très unie. Alors, Jamila et Noureddine seraient-ils de brillants fabulateurs? Des manipulateurs hors pair? Serions-nous face à un couple de monstres mythomanes? Afin d'élucider ce mystère, les gendarmes décident d'entendre le couple pour recueillir leur version des faits, et elle est plutôt surprenante. Car selon Jamila et Noureddine, il n'y a jamais eu le moindre coup. Pour eux, il s'agit d'une série noire inexplicable. D'après Jamila et Noureddine, le cauchemar a débuté dès les premiers pas de la fillette. Camélia vient de fêter ses 1 an lorsque sa vie bascule dans l'horreur. Tout commence, à en croire Jamila, par une chute accidentelle. C'était la veille de Noël, je me rappellerai toujours. On était en famille et Camélia, elle est tombée d'un banc dans la cuisine. Sur le coup, personne n'a douté de quelque chose. Donc moi, j'ai ramassé Camélia en pleurant par terre. Et à chaque fracture, le schéma se répète. L'enfant fait une chute anodine
et les parents n'en comprennent pas les conséquences. Le mystère qui entoure les conditions des blessures de Camélia ne fait qu'aggraver le cas de Djamila et Noureddine. D'autant qu'un nouvel élément va précipiter l'affaire et conforter les soupçons des enquêteurs. Alors que la petite fille de 2 ans est en observation à l'hôpital, Camélia balbutie quelques mots devant les infirmières. Elle dira « papa, bobo », on se dira peut-être que ça veut dire que c'est son papa qui la frappe. Ces 2 mots résonnent comme un aveu pour les enquêteurs. La maltraitance ne fait plus aucun doute. Alors l'un des 2 parents ment-il? Djamila est-elle sincère? Ignore-t-elle que son mari bat leur enfant? Ou bien protège-t-elle Noureddine à tout prix? Quoi qu'il en soit, il faut agir au plus vite. Le juge aux affaires familiales, saisi de l'affaire, prend une décision radicale. Elle décide de placer la petite fille en maison d'accueil pour la protéger. Nous sommes le 5 septembre 1995 et après une semaine d'hospitalisation, Camélia ne rentre donc pas chez elle. Face aux enquêteurs, la mère s'effondre. Je suis tombée dans les pommes, je ne voyais pas ce qui se passe autour de moi pendant je ne sais pas combien de minutes. Le temps que je me réveille, j'ai réalisé que ce n'était pas un cauchemar, que c'était une vérité. Camélia, j'ai plus de droit sur elle, je ne peux pas la récupérer. C'était le déchirement total. Camélia ne comprenait pas pourquoi, pour elle, on l'a laissé tomber. Moi, c'est ça, j'ai vu ça dans ses yeux à Camélia, ça veut dire « Maman, tu m'abandonnes, pourquoi tu me laisses là ?» Une mère apparemment en état de choc. Mais face à sa réaction, les gendarmes s'interrogent. Djamila serait-elle une simulatrice particulièrement perverse ou chercherait-elle désespérément à disculper son mari? Pour en avoir le cœur net, les enquêteurs décident d'aller plus loin. Le lendemain, dès 7 h du matin, Noureddine parti au travail, il frappe à la porte du couple. Une perquisition commence. Les gendarmes cherchent des preuves qui pourraient accabler le père de la fillette. Ils ne trouvent rien. Ils réinterrogent la mère de l'enfant. Les enquêteurs ne trouvent aucun indice et n'obtiennent rien de la jeune femme. Pas d'aveu, pas l'ombre d'une piste. L'enquête est au point mort. Les signes de maltraitance sont pourtant bien là. Seulement en enquêtant sur le couple, un détail laisse les enquêteurs perplexes. Djamila et Noureddine ont 3 enfants. Or, le frère aîné de Camélia, Lotfi, 6 ans, et son petit frère Aziz, 8 mois, ne présentent aucun signe de coup. Camélia serait-elle le souffre-douleur de la famille? Les gendarmes soupçonnent en effet les parents de préférer ces garçons à leurs filles. J'ai entendu dire, après leur souci, qu'ils les avaient soupçonnés de faire des préférences parce que Camélia était une fille, que dans la communauté maghrébine, on préfère les garçons. Mais ça n'était pas du tout le cas. Au contraire, ils étaient très heureux d'avoir une fille. Des parents aimants et attentionnés. 2 autres enfants qui ne présentent aucune marque de violence. Les gendarmes sont une nouvelle fois dans l'impasse. Mais alors, si Camélia n'est pas martyrisée par ses parents, comment expliquer le mystère de ces fractures à répétition? Les enquêteurs explorent alors une nouvelle piste. Si la fillette est victime de nombreuses fractures, c'est peut-être à cause d'une carence alimentaire qui fragiliserait ses os. Nous, on pensait tout de suite à une carence au niveau du calcium. Peut-être parce qu'elle ne le fixait pas ou pas correctement par rapport à d'autres enfants. Elle était plus fragile. Les médecins vont alors procéder à de nouveaux examens sur le taux de calcium de l'enfant. Mais les résultats de la prise de sang ne donnent rien. Le bilan phosphocalcique a été fait en hospitalisation. Mais il était normal. L'hypothèse d'une carence alimentaire est donc rapidement écartée. Pour les enquêteurs, la seule explication plausible aux multiples fractures de la petite fille reste malgré tout la maltraitance. Djamila et Noureddine risquent la prison. Mais alors que Camélia est placée depuis 1 mois et demi en maison d'accueil, l'affaire va connaître un incroyable rebondissement. Ce jour-là, la petite fille de 2 ans se promène dans le jardin du centre d'accueil où elle est placée. C'est sous les yeux des éducatrices du foyer que l'impensable se produit.
Elle était tenue par la main droite et par la main gauche par la directrice du centre et la puéricultrice. Et puis elles étaient en train de marcher tranquillement dans le jardin et qui était gazonné. Et à un moment donné, Camélia donc voit un jouet par terre. Il va pour le récupérer, donc elle va pour se baisser. Et au moment où elle se baisse, son fémur se casse. Donc à ce moment-là, bien évidemment, un cri plus que de douleur la prend. La directrice comprend qu'il y a une nouvelle fracture qui vient de se produire. Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, Camélia vient donc de se casser la jambe en se baissant, sans le moindre choc, et surtout en l'absence de ses parents. Mais alors, comment expliquer cette blessure et toutes les autres? Comment l'os de la petite fille a-t-il pu ainsi se briser, sans aucun choc? Les enquêteurs n'ont aucune explication, mais ils doivent se rendre à l'évidence. L'hypothèse de la maltraitance ne tient plus. Jamila et Noureddine ne sont donc pas des parents tortionnaires. Dès lors, après 2 mois de séparation, ils peuvent enfin récupérer leur petite fille. Pour nous, c'était une nouvelle vie qui est commencée. Camélia, elle revient à la maison. À un moment donné, c'était tellement difficile qu'on n'a pas cru. On n'a pas cru qu'on allait la récupérer un jour. Un retour à la maison qui les lave de tout soupçon après des semaines d'enfer. Mais Jamila et Noureddine restent inquiets. En l'absence d'explications sur ces fractures, et si la série noire continuait? Bien évidemment, on était plus qu'heureux de la retrouver, mais on était très apeurés parce qu'avoir un bébé qui était à la maison, mais pour lequel vous ne savez pas ce qu'il a non plus, parce qu'au niveau médical, rien n'avait été posé, vous alliez faire quoi si une nouvelle fracture allait survenir? Alors que les gendarmes piétinent, c'est finalement du côté des enquêteurs en blouse blanche que la vérité va éclater. Sur les conseils de leur médecin de famille, Jamila et Noureddine se rendent à Paris pour consulter une grande généticienne à l'hôpital Necker pour enfants. En examinant la petite fille de 2 ans, la scientifique va immédiatement relever 2 détails étonnants. Le regard de Camélia d'abord. Dans le blanc de ses yeux, un léger reflet bleu. Ensuite, sur une radio de son crâne, la généticienne détecte ces étranges fissures sur l'arrière de la boîte crânienne. Cet enfant a un aspect mosaïque au niveau du crâne qui faisait évoquer très probablement une fragilité osseuse génétique et non pas une maltraitance. La généticienne vient de comprendre que la petite fille est atteinte d'une maladie rarissime. Un mal qui explique toute cette incroyable affaire. Camélia présente tous les signes de la maladie des os de verre. Une terrible anomalie génétique qui rend les os aussi fragiles que du cristal. Au quotidien, un bras ou une jambe peut ainsi se fracturer simplement par un contact ou un geste anodin. Trébucher, se cogner contre un rebord de table, jouer avec un petit copain et puis se donner un petit coup et tomber de sa hauteur peut suffire à fracturer. Et chez l'enfant très jeune, le fait de lui mettre par exemple des vêtements qui nécessitent de faire quelques contorsions peut suffire à casser le bras ou à casser une jambe. Une maladie qui frappe une personne sur 15 000 et qui se révèle dès la petite enfance. Et dans les cas les plus extrêmes, bien avant. Frappé par ce mal, un bébé peut même se blesser dans le ventre de sa mère. Dans les formes très sévères, dès les premières échographies, on voit des os qui ont subi de multiples fractures. Rien que par le fait des mouvements fœtaux de l'enfant, ils vont taper sur la paroi de l'utérus et donc ce choc-là va entraîner une fracture. Voilà pourquoi les parents, aussi attentionnés soient-ils, ne peuvent éviter de blesser leur enfant et leur quotidien devient un véritable enfer. Au cœur de cette incroyable affaire, Camélia, la petite fille, a aujourd'hui 18 ans. Au fil des années, elle a dû subir des dizaines d'opérations pour consolider ses os à l'aide de broches. Malgré ce dispositif, elle doit toujours se déplacer en fauteuil roulant. Une maladie hors norme qui ne l'empêche pas de vivre comme les jeunes filles de son âge. Camélia vient de décrocher son bac. Elle a passé son permis de conduire et rêve désormais de vacances sans ses parents. Comme Camélia, près de 5000 personnes vivent aujourd'hui avec la maladie des os de verre.